Bonjour et bienvenue dans les chroniques spirituelles de Jyotish Mati. Au travers de ces podcasts, j'ai envie de partager et de donner un maximum d'outils dont j'ai pu bénéficier dans ma vie pour pouvoir trouver un peu le chemin, ma propre voie déjà, et progresser vers l'éveil. Donc si tu as envie d'entendre d'autres podcasts, je t'invite à me soutenir sur ma chaîne YouTube en t'abonnant, en cliquant sur la petite cloche aussi pour recevoir les nouvelles publications et éventuellement en partageant à tes amis. Tu peux aussi me retrouver sur Spotify, m'ajouter dans tes favoris, à ta bibliothèque et télécharger. Et éventuellement partager également. Je te remercie. Bonjour, je suis Jyotish Mati et je vous souhaite la bienvenue dans les chroniques de Jyotish Mati. Ça va pas du tout. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans les chroniques de Jyotish Mati. Vous me connaissez, je suis Patricia, ou peut-être que c'est la première fois qu'on se rencontre. Et aujourd'hui, je vous propose de vous parler un petit peu du parcours de l'éveil et du chaos assez régulier qui vient se présenter quand on est dans un parcours d'éveil. Je décide de faire ce podcast parce qu'on me pose souvent la question, oui, moi je suis en difficulté, comment tu as fait pour y arriver, etc. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je n'y suis pas arrivée. Je suis en chemin, je suis comme tous les gens qui sont dans un mécanisme de développement personnel. Et il y a constamment des choses qui viennent encore nous heurter et un petit peu frictionner des parts de nous-mêmes qui souffrent. Mais la première chose dont j'ai envie de parler, que j'ai envie de partager, c'est que pour qu'il puisse y avoir un cheminement vers l'éveil, la première chose qu'il faut, c'est pouvoir sortir du sommeil. Alors dans les générations particulièrement, depuis une vingtaine d'années, il y a de plus en plus de jeunes qui ne sont pas forcément confortables avec ça non plus, mais qui naissent avec une forme d'éveil un peu plus présente, puisque souvent les parents sont déjà en cheminement et que il y a une conscience qui est là de nous sommes tous un, de travailler en équipe, d'être dans la collaboration, etc. Donc dans tout ce qu'on décrit dans les mécanismes de fonctionnement de l'humain, de l'expérience spirituelle et dans les parcours de yoga notamment. Toujours le yoga puisque c'est mon dada. Mais moi je peux dire que j'étais vraiment, même si j'avais des prémices dans l'adolescence et déjà dans la petite enfance, de conscience que je me sentais complètement différente d'autres enfants qui n'étaient peut-être pas dans cette conscience, qu'on est un peu dans le sommeil et que c'est souvent un événement assez lourd dans notre vie qui vient déclencher ce mécanisme vers une évolution spirituelle. Alors pour ma part, je vais parler un peu de mon parcours aujourd'hui parce que je vois pas vraiment comment je peux faire d'autre pour décrire c'est quoi un parcours d'évolution personnelle que de raconter un peu mon histoire. Et puis comme ça, vous pouvez aussi, à travers ce podcast, apprendre à me connaître puisque je consulte en individuel depuis pas mal d'années maintenant et que j'ai de plus en plus de gens qui viennent dans une démarche de libération personnelle par rapport à des difficultés ponctuelles ou parfois par rapport à un parcours d'évolution, un parcours de vie personnelle qui est assez lourd et dans lequel ils ont ce désir à un moment donné de mettre de la clarté et surtout de sortir de cet état assez morose dans lequel les gens peuvent se trouver parfois. Donc moi jusqu'à, je dirais 27 ans, 28 ans, j'étais relativement endormie, c'est-à-dire que je subissais ma vie par rapport à toutes les choses à faire. Alors pas vraiment avec cette lourdeur de devoir les faire parce que je suis quelqu'un qui a toujours été assez motivé à faire les choses. Donc à l'école, j'ai pas eu trop de soucis, je remplissais mes tâches. En tout cas, je faisais bien sagement tout ce qu'on attendait de moi. Mais très très jeune, déjà vers l'âge de 7 ou 8 ans, j'avais une espèce de sensibilité extrême qui faisait que j'étais très observatrice et que je vivais assez régulièrement puisque ça faisait partie de ce que j'avais à mettre en lumière en moi. Je me sentais souvent à part, rejetée, différente,
avec la sensation de penser autrement, de voir plus la souffrance chez les autres enfants, donc d'avoir plutôt tendance à être en empathie, puisque je suis hyper empathe, d'être en empathie vis-à-vis d'enfants qui souffraient dans la classe. Donc moi, naturellement, j'allais toujours plutôt vers le ou la personne de la classe qui avait tendance à se mettre un peu à part, pas forcément parce qu'elle dysfonctionnait, mais simplement parce qu'elle ne fonctionnait pas dans le principe de la masse et le phénomène de groupe. Donc, je me vois un peu maintenant, mais c'est pas du tout péjoratif. S'il y avait des moutons roses, je dirais des moutons roses, mais je me vois un peu comme le mouton qui n'est pas blanc dans le troupeau. Et naturellement, j'allais aussi vers d'autres jeunes ou d'autres enfants parce qu'ils avaient peut-être des convictions religieuses ou autres, étaient un peu à part de la masse. L'adolescence, pareil, toujours une extrême sensibilité dans mes relations et en ayant l'impression que simplement je partageais dans l'échange, souvent j'avais ce retour, enfin une ou deux fois, pas souvent, mais ça m'est arrivé, que je pouvais déranger. Alors ça c'est pas forcément arrangé avec les années, mais maintenant je comprends pourquoi, je l'accepte totalement. C'est que, eh bien, j'ai eu énormément de chance à travers malgré tout les difficultés que mes parents ont pu traverser, d'avoir toujours fait des choses un peu hors normes, des choses exceptionnelles grâce à mes parents. Ne serait-ce que dans les expériences de vie où on a beaucoup voyagé de manière un peu, entre guillemets, autonome et sauvage, toujours en dehors des sentiers battus, des sentiers touristiques, etc. Et d'explorer, par exemple, la plongée sous-marine et d'avoir une approche déjà différente de ce qui est les expériences qui nous mettent en joie, c'est-à-dire tout ce qui est notion de plaisir, de jeu, de sortie, etc. Mes parents avaient un sens de la famille et puis on était assez baroudeurs. Donc ça, c'est une première chose. Alors, j'ai malgré tout été un peu éduquée dans il faut correspondre aux attentes des parents pour ne pas faire souffrir ou ajouter à leurs difficultés parce qu'ils avaient assez bien de difficultés financières, etc. Alors on n'a absolument jamais manqué de rien et on a même vécu, moi je dirais, j'ai toujours la sensation de vivre dans l'abondance, mais mes parents ont dû essuyer malheureusement beaucoup de dettes karmiques ou de dettes généalogiques, c'est plus juste. Et donc on a toujours grandi dans les difficultés administratives, légales, pour pouvoir s'en sortir avec des parents qui ont toujours gardé le cap et qui malgré tout nous ont amenés à l'âge adulte, nous ont permis de faire des études et nous ont accompagnés. Après, c'était pas forcément une époque dans laquelle mes parents avaient bénéficié d'une éducation dans laquelle on dialogue, mais ils nous laissaient un peu faire nos expériences et décider de ce qu'on voulait. Donc, on n'était pas, même si on n'était pas dans ce lien d'hyper-dialogue affectif avec mes parents, on était vraiment dans un équilibre où on pouvait faire pas mal de choses et surtout beaucoup expérimenter. Donc j'ai fait de la plongée très jeune, j'ai fait de la musique, j'ai fait du chant très jeune. Et ce sont plein de choses qui m'ont aidé à me réaliser, notamment même de la danse nautique, de la danse aquatique. J'ai fait pas mal de choses grâce à mes parents. Et puis arrivent les expériences amoureuses qui n'ont pas été forcément terribles ou alors qui se sont dramatiquement terminées en ayant à peine commencé. Et j'ai rencontré mon premier mari, et puis là, le gros clash à l'âge de 27 ans où bien, ma vie s'est effondrée du jour au lendemain. Donc dans une vie illusoire dans laquelle j'attendais pendant une deuxième grossesse, je me suis retrouvée dans une situation où tout s'est emballé, où les choses ont mal tourné, où j'ai dû accoucher d'urgence et malheureusement, quelques jours après la naissance, j'ai perdu un enfant. Donc là, ça a été le chaos. Ça a été vraiment le premier chaos, ou en tout cas, le premier chaos dont j'étais consciente. Le premier chaos qui est dans cette spirale de l'éveil. J'ai touché le fond. Donc j'ai eu une grossesse gémellaire, et un de mes deux fils de ma deuxième grossesse est décédé. Et donc j'ai
j'ai tenu, d'abord j'ai tenu, donc j'ai pu assumer parce que j'étais pas bien, mais j'avais déjà 2 enfants, donc un premier d'une première grossesse où tout s'était super bien passé, et puis un deuxième qui était en grande souffrance, en grosse difficulté, et pour lequel il allait falloir vraiment assumer beaucoup de rééducation, d'accompagnement, etc. pendant les prochaines années. Et en plus, en début de parcours, toujours entre la vie et la mort. Donc ça a été une expérience très longue, très difficile, mais dans laquelle je pense que dans l'adversité, dans un couple, on se soude dans ces moments-là. Et il fallait tenir le coup. Donc un peu dans une forme de mode automatique, j'ai continué à tenir le coup. Dans la foulée, j'avais une activité d'indépendant, donc j'avais un centre de bien-être déjà à l'époque que j'avais tenu pendant 8 ans. Et puis, dans ce processus de perte d'enfant, j'ai plus cette possibilité de pouvoir continuer cette activité dans laquelle j'étais tout le temps confrontée au niveau social à des gens qui, en essayant de vous rassurer, viennent vous ajouter à la douleur en vous disant des réflexions du genre c'est pas grave, t'en as au moins un sur les deux. Alors si vous avez perdu un enfant, vous savez que jamais un enfant ne peut remplacer l'autre et que personne ne peut mesurer la douleur de quelqu'un qui perd un enfant. Alors encore, il n'y a pas tellement longtemps, quelqu'un m'a dit oui, mais il était tout petit, toi, t'as pas souffert beaucoup. Ça ne se mesure pas. Moi, j'ai connu ici en consultation des gens qui ont perdu leur chat et qui mettent 10 ans à s'en remettre parce que c'était leur meilleur ami depuis 20 ans et que c'était plus qu'un enfant pour eux. Donc, toutes ces réflexions humaines qui tentent de rassurer, et moi je dirais en fait plutôt de se rassurer. Les personnes essaient de s'auto-rassurer qu'ils pourraient eux aussi survivre à un événement pareil quand ils ne l'ont pas vécu. Donc si vous avez vécu ce genre de choses, vous avez été très très touché par la perte d'un être cher, vous savez qu'on touche le fond et que rien ni personne ne peut trouver les mots. Donc, moi, c'est toujours la première chose que je dis quand j'ai quelqu'un qui arrive en consultation et qui me dit, voilà, j'ai perdu mon enfant ou j'ai perdu même mon chien. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui viennent en me disant, mon chien est mort, je suis seule maintenant. Eh bien, la première chose que je leur explique, c'est que je suis incapable de leur dire, je comprends votre souffrance, parce que la souffrance ne se mesure pas d'un être à l'autre. Certaines personnes vont pouvoir vivre des choses très très dures et les passer relativement facilement, et puis d'autres vont vivre des choses qui nous paraissent à nous bénignes. Oh, un chat, ça se remplace, c'est pas grave. Non, c'est hyper important parce que cet animal peut prendre tellement de place dans le cœur et dans la dépendance affective d'une personne qu'il n'y a rien à mesurer, ni à juger, il n'y a surtout pas de réflexion auto-rassurante à faire par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager. Mais moi, ce processus de ces 2 années où j'ai tenu le coup, j'ai survécu, parce qu'il fallait que mon enfant survive, parce qu'il fallait qu'il développe un maximum de capacité pour pouvoir s'en sortir, et ce qu'il a très très bien fait maintenant. D'ailleurs, plus de 20 ans après, il s'en sort super bien dans la vie. Euh, C'était cette période de latence en mode automatique pendant laquelle je n'étais pas moi. Je n'étais pas moi avant, je n'étais pas moi pendant. Et puis un jour, le médecin m'a dit, ça y est, votre fils, il est sauvé, avec vous, il va s'en sortir, ça va aller, il n'aura pas de retard, il va rattraper les difficultés qu'il a parce qu'il est né très tôt aussi dans la grossesse. Donc maintenant, vous pouvez vous détendre. Et puis là, moi, ça a été, s'il existe le burn-out familial, ça a été le burn-out familial parce que je me suis complètement décomposée de l'intérieur, parce que de endormie, je suis passée à cette période de chaos qui m'a fait fonctionner dans un mode automatique, mais dans lequel j'ai complètement oublié qui je suis, chose que je n'avais pas encore trouvée avant. Et donc après, quand on vous dit votre enfant va s'en sortir, tout va bien, eh bien là, il ne reste plus rien. Donc là, je me suis vraiment effondrée. Et je me suis effondrée, et encore effondrée. Et j'ai encore essayé de continuer à travailler en mode automatique. Je me souviens, j'allais assez bien à domicile, je travaillais beaucoup. Je donnais cours à ce moment-là. Et puis un jour, c'était le trou noir. J'ai vécu cet espace de trou noir dans lequel je ne sais pas ce que j'ai fait entre 13h et 16h. J'étais dans ma voiture, je me suis réveillée dans ma voiture à 16h. Donc j'avais
29 ans et demi à peu près. Et puis je me suis dit, tiens, t'as oublié d'aller travailler. Puis j'ouvre mon agenda et puis je m'aperçois que j'avais déjà raté 2 ou 3 rendez-vous à domicile. Et là, je me dis, je vais vraiment pas bien. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je suis au bout de mon rouleau, vraiment au bout de mon histoire, au bout de ma vie. Donc maintenant, j'ai compris en fait que j'avais probablement eu cette absence qui fait qu'on peut parfois mettre fin à ses jours. Et donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le psychiatre que je connaissais, que j'avais vu quelques fois vers l'âge de 11 12 ans pour un autre souci familial. Et puis, il ne répond jamais la journée. Il ne répondait exclusivement que le matin. Et puis là, il a décroché. Puis là, je lui ai dit, il s'appelait Jean-Pierre. Je lui ai dit, Jean-Pierre, je ne vais pas bien du tout. Je pense que j'ai failli me suicider. Je me suis retrouvée au bord du halage, pas très loin de chez moi, et j'ai oublié d'aller travailler. J'ai un trou noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça fait 3 heures probablement que je suis dans ma voiture, et puis je ne me rappelle de rien. Et donc là, je suis allée consulter très rapidement. Il m'a pris très très vite. Il m'a dit, tu as besoin d'aide. Et puis là est venu cet espace où il me dit, on va passer par une phase de médicaments parce que tu es allé trop loin dans ta dépression, que tu n'as pas pris en compte ta souffrance puisqu'il fallait prendre en compte la souffrance des autres, chose pour laquelle je suis programmée dans mon karma. Donc ça a bien changé depuis, mais je me surprends parfois encore à vouloir sauver les autres. Et j'ai un peu la voix qui s'enroule parce que forcément, c'est une période de ma vie qui a été tellement salvatrice par rapport à ce que je suis maintenant, mais qui a été très très difficile. Et donc, j'ai commencé une psychanalyse donc vers l'âge de 29 ans et j'étais déjà allée pas mal de fois en consultation avant. Et puis là, j'ai pris 6 mois de traitement d'antidépresseurs pour pouvoir sortir progressivement de cet état d'épuisement dans lequel j'étais. J'ai pris un arrêt de travail. J'ai pu entamer cette démarche. Alors lui, Jean-Pierre, ça a été vraiment mon premier maître. Je pense que j'ai déjà parlé dans un autre podcast des maîtres, mais il a été mon éveilleur de conscience. Au début, toutes les 2 ou 3 semaines en consultation, à chaque fois, quand je repartais, j'avais la réflexion ou la petite question. J'avais l'impression d'être un peu rassurée pendant ma séance et puis j'avais la réflexion ou la petite question qui me faisait turlupiner et transformer quelque chose jusqu'à la fois suivante. Et je suis allée pendant des années. J'ai arrêté, je pense, je devais avoir à peu près 42 ans. Donc j'ai fait pas mal d'années de divan, puisqu'on avait un bon fauteuil pour s'installer. Et il m'a vraiment aidé à remonter la pente. À partir de là, en fait, il y a toutes nos croyances qui vont commencer à être bousculées, c'est-à-dire qu'on se construit enfant selon des schémas personnels, par exemple celui qu'il faut toujours être là pour sauver les autres d'abord, qu'il faut écouter d'abord les autres et leur rendre service avant de s'écouter soi-même. Donc ça, c'est une des premières choses que j'essaie encore bien sûr d'appliquer aujourd'hui parce qu'on ne se refait pas, mais c'est vraiment un schéma important au niveau personnel, c'est de penser aux autres avant de penser à soi. Et derrière ça, il y a probablement un besoin de reconnaissance, une reconnaissance que je n'avais pas eu suffisamment, que pourtant je recevais, mais de manière plutôt verbale, non pas verbale, que je recevais de manière plutôt normale, naturelle, ça faisait partie des choses, mais je ne ressentais pas forcément un renforcement positif de la part de mes parents, bien que je sache que mes parents nous aimaient énormément et nous aiment toujours énormément, et que j'ai la chance d'avoir des parents exceptionnels. Quand je ne fais pas de comparaison, mais quand j'entends parfois l'histoire de certaines personnes qui viennent en consultation, je me dis que voilà, il y en a qui s'en sortent vachement bien. Donc derrière ce besoin de reconnaissance, mais il y a forcément le besoin d'être aimé, le besoin quand on sauve les autres, c'est qu'on a besoin de se sauver soi-même. On n'est pas non plus dans le métier d'assistant social, de thérapeute ou dans l'évolution personnelle par hasard. On vient parce qu'on a cette recherche d'abord pour soi, même si c'est pas forcément conscient, ça peut passer par des études supérieures, de se guérir soi-même, de se résoudre soi-même.
Donc, à travers ce besoin de reconnaissance, donc on n'attend plus, on apprend à ne plus attendre que les autres viennent vous demander de l'aide déjà, à ne plus donner l'aide sans qu'on nous la demande, ça c'est important, à ne plus vouloir sauver les autres, mais à penser à soi, à ne pas attendre aussi, si vous voulez être dans un processus d'éveil, l'approbation des autres. Alors, probablement que ça va un peu résonner en vous, donc je vous propose de faire cette séance tout en douceur, parce qu'il y a certainement des choses qui vont résonner chez vous. Déjà, c'est quoi le besoin de reconnaissance? C'est besoin que les gens dans mon environnement reconnaissent ma valeur, reconnaissent que je suis importante à leurs yeux et simplement même m'apportent de l'amour. Alors même si on a des parents qui sont géniaux, si eux n'ont pas reçu ce message et cette reconnaissance, c'est parfois difficile de le transmettre. Ça résonne en moi par rapport à mon enfance où je me disais, moi j'avais pas des parents qui faisaient des câlins. Donc j'avais des parents qui nous aimaient beaucoup, qui nous faisaient faire plein de choses qu'on avait envie de faire, mais j'entendais jamais un je t'aime. Je n'ai pas de souvenir, bien sûr toute petite certainement, mais d'avoir eu des marques d'affection comme moi je peux encore avoir avec mes deux fils qui sont adultes maintenant. Et je me faisais la réflexion, moi, quand je serai parent, je réparerai ça. Je ne veux pas que mes enfants souffrent de ce manque de contact physique et de ce manque de renforcement d'amour. Donc, je t'aime, c'est vraiment un mot qui termine toutes nos phrases, et les câlins, et le bisou, et la proximité, c'est quelque chose qui est très présent chez nous, même si j'ai des enfants avec une personnalité très différente et dont un peut être particulièrement indépendant, autonome, et il faut pas, enfin ni l'un ni l'autre en fait, il faut leur dire ce qu'ils ont à faire. Donc c'est pas pour ça qu'on peut pas être proche, c'est pas pour ça qu'on peut pas se friter non plus, mais on a cette proximité. Donc à travers ça, dans le besoin de reconnaissance et d'amour, c'est une première chose que j'ai choisi enfant de réparer quand je serai grande. Ne plus attendre l'approbation des parents, c'est assez difficile parce que on est éduqué pour ça. On est éduqué pour faire plaisir aux professeurs à l'école, on est éduqué pour faire plaisir à nos parents, pour que nos parents approuvent ce que nous faisons. Alors arriver comme, moi je me mets à la place des gens qui vivent dans des familles où on leur dit il faut que tu fasses la médecine, il faut que tu fasses l'UNIF, il faut que tu deviennes avocat, il faut que tu fasses ceci ou cela. J'ai été un peu dans ce schéma de pensée-là, moi tout au début quand j'ai eu mon premier fils, il m'a vite aidé à résoudre ce problème. Et je trouve que pour ça j'ai eu de la chance, mes parents m'ont toujours laissé faire ce qu'ils voulaient. Mais quand on grandit dans une famille où on a besoin d'être approuvé tout le temps, où on nous a donné ce besoin d'être approuvé tout le temps dans ce qu'on choisit par rapport à ce que nos parents veulent, et c'est le cas de la plupart d'entre nous, hein, de beaucoup d'entre nous, c'est très très compliqué de ne plus attendre l'approbation. Moi, je pense à une chanteuse bien connue qui avait un père, je pense, chirurgien et une maman avocate. Et dans la famille, on fait médecin ou avocat, et puis elle est chanteuse, quoi. Donc il faut une sacrée dose de motivation, de courage pour pouvoir imposer ses idées, surtout quand on est jeune. Je m'éloigne un peu, mais par rapport au parcours, ce sont toutes des choses qui résonnent en moi dans les grandes transformations que j'ai pu avoir. Donc il y a le besoin de reconnaissance à travers le fait de vouloir sauver les autres ou d'attendre leur approbation. Il y a aussi les enfants qui vont choisir d'attirer tout le temps l'attention. Alors ça, c'est souvent signe d'une hyper-autorité des parents. Le fait d'attirer l'attention en faisant des bêtises montre probablement la présence d'un manque de reconnaissance ou en tout cas d'un manque de valorisation d'un enfant qui va chercher tout le temps à attirer l'attention, probablement parce qu'il a à ses côtés un frère, une sœur ou quelqu'un de proche. Et j'en ai déjà parlé, qui passe avant, qui est reconnu plus par les parents que lui. Il n'y a pas cette notion de je te reconnais toi parce que tu es un être exceptionnel, parce que ceci ou parce que cela, et je reconnais l'autre personne pour d'autres raisons. Il y a vraiment, ben oui, je vous aime tous les deux, et il n'y a pas cette notion de tu es un être exceptionnel. Donc il y a des enfants qui vont partir dans ce schéma où ils vont rester assez jouettes et attirer l'attention en faisant des bêtises.
L'important pour eux, c'est inconsciemment de vouloir être vus parce qu'ils ne se sentent justement pas exister aux yeux des parents. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que dans un parcours d'éveil, d'évolution personnelle, on va progressivement mettre en lumière. Oui, j'ai besoin de reconnaissance, oui, j'ai le syndrome du sauveur, oui, quelque part à travers ça, j'ai envie d'être aimée, ou je suis la super copine, super sympa, qui invite tout le monde, qui paye tout à tout le monde parce que j'ai besoin d'amour, parce que j'ai besoin d'être entourée, parce que je suis profondément seule à l'intérieur de moi. Oui, j'attire l'attention de tout le monde. À l'école, je fais le pitre, on en a tous eu un dans la classe, je suis le pitre de la classe. Alors moi, je connais quelqu'un qui vous en raconterait des dizaines de tours comme ça qu'il a pu jouer dans son adolescence pour juste attirer l'attention de ses profs, mais indirectement en étant appelé au bureau avec ses parents pour pouvoir être vu et reconnu, et malheureusement, le message n'est pas passé. Dans le processus, on va progressivement se détacher de ce genre de fonctionnement. Donc, ne plus attendre la reconnaissance, ne plus avoir besoin de sauver les autres, mais d'abord se sauver soi, devenir un bon égoïste. Ça, c'est une phrase de la sophrologie, être un bon égoïste. Ne pas chercher forcément à être vu, à être remarqué. Alors, c'est pas pour ça que vous pouvez pas avoir un métier dans la fonction publique ou être dans l'enseignement ou donner des cours, parce que forcément, là, vous allez avoir un public, mais c'est un public qui vient pour vos compétences, qui vient pour écouter ce que vous avez à transmettre. Donc, c'est pas la même chose. Pouvoir aussi, ça c'est l'étape suivante, avoir tort. Toujours avoir tort, accepter d'avoir tort. Parce que tant que je veux avoir raison, je suis toujours dans mon ego. Je suis toujours dans cet ego qui me détruit, parce que moi je distingue toujours deux sortes d'ego quand j'en parle. C'est qu'il y a l'ego qui à un moment donné, ponctuellement, peut nous aider à ne pas nous laisser faire, à nous défendre et à prendre notre place. On a le droit à être un individu. Et il y a l'ego qui, la plupart du temps, nous pourrit la vie, nous pourrit les moments avec les gens, les partages, et parfois pourrit même nos relations. C'est cette image que constamment j'essaie de donner au monde pour faire paraître que tout va bien, ou que je suis le meilleur, ou que je suis là pour sauver les gens, ou que je suis là pour être reconnue, pour tout ce que je vous ai cité avant et encore d'autres choses. Et quand on est dans cet ego, on a beaucoup de mal à reconnaître qu'on a tort. Alors commencer à se dire c'est génial, bah oui j'ai tort, j'accepte d'avoir tort, parce qu'en fait, tout ce que les autres peuvent avoir envie de vous prouver, de vous dire en vous donnant leur avis, en vous imposant leurs idées, n'est jamais ce qu'il se passe en vous. Vous seul êtes la personne qui pouvait savoir, mais là je vais mettre une nuance juste après, vous êtes la seule personne qui pouvait savoir ce qui est vraiment juste ou ce qui est vraiment bon pour vous, puisque ce podcast vient à la suite du podcast sur les miroirs et sur le podcast sur choisir ou pas. Et on a cette possibilité de savoir, quand on est au clair avec soi, ce qui est bon pour soi ou pas, et de faire le tri, même si ça demande un temps d'arrêt, etc. Ça, je vous invite à retourner voir les podcasts précédents si vous ne les avez pas écoutés. Mais ce qui va être important, et c'est pour ça que je vais revenir au maître, c'est de choisir un maître. Alors le mot maître, ça paraît comme ça un peu supérieur justement, il y a une notion d'ego derrière maître, et en fait pas du tout. Moi j'ai eu plein de maîtres, j'en ai déjà parlé, et pas forcément des gens qui hiérarchiquement peuvent être supérieurs à moi, mais parfois même des élèves. Maître, ça vient de maitri, et maitri, ça veut dire bienveillance. Donc ce sont des personnes qui vont pouvoir avoir un regard objectif et bienveillant sur ce que vous êtes en train de vivre et surtout sur ce que vous êtes en train de vous raconter. Parce que nous sommes la plupart du temps dans l'illusion. Dans un chemin d'évolution personnelle, dans un parcours d'éveil, on a vraiment besoin d'avoir, j'ai de nouveau cette image qui me vient,
un petit singe qui vient de temps en temps vous frapper un coup de bâton sur la tête en vous disant mais non, mais là tu es complètement dans tes idées, dans ton illusion, dans ton émotionnel, c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Donc on a besoin de choisir des maîtres. Alors il y a dans les philosophies hindouistes, les philosophies orientales, notamment le chemin du yoga, la notion de un maître. Et c'est vrai qu'il y a cette école dans laquelle on peut choisir un seul maître pour toute une vie, faire Ishvara Pranidhana, donc vraiment faire un abandon par rapport à cette personne. Je pense qu'on vit maintenant dans une vie, ici en tout cas à l'européenne, donc à moins de partir très régulièrement en Inde, retrouver son maître, aller lui demander conseil et avoir contact avec lui, ou trouver par ici un maître, il est possible aussi qu'à un moment donné, on soit sur un parcours d'éveil qui soit assez intense. Donc moi j'ai une vie assez intense à ce niveau-là depuis toujours, en tout cas depuis que ça s'est déclenché chez moi. On peut parfois avoir besoin d'un maître pendant une période parce qu'on a quelque chose à travailler avec lui et puis arriver à un aboutissement et avoir besoin de quelqu'un d'autre pour, pour nous guider à un moment donné, pour être l'empêcheur de tourner en rond, pour être la balise. Ce que je dirais, c'est que le hasard pour moi n'existe pas et que c'est pas choisir un maître parce que ma voisine a choisi un maître et qu'elle aime quelque chose, qu'elle aime une technique. Je pense que intimement, moi, ça a toujours été une aide qui est venue, donc une personne qui s'est présentée à moi suite à une demande d'aide. Je fais très très fort confiance au fonctionnement universel, au fait que tout n'est que vibration. Donc vous savez, vous avez déjà pu écouter certainement dans mes podcasts, et là je suis en train de vous en préparer d'autres sur la vibration. Et donc on appelle, on demande, et puis se présente la personne que vous devez rencontrer au moment où vous devez rencontrer. Donc moi, à un moment dans ma vie, je me suis retrouvée du jour au lendemain, hop, j'ai perdu ma référence depuis des années. J'ai énormément appris de cette personne et je lui suis éternellement reconnaissante. Et est arrivé presque dans la foulée quelqu'un qui s'est vraiment présenté et sans hasard. Donc je me suis dit, il faut que je me tourne vers quelque chose, mais je m'éloigne, je pars à l'étranger. Puis j'ai rencontré un professeur de yoga qui est toujours mon professeur de yoga actuellement et qui a été à ce moment-là vraiment une balise, une aide précieuse. Et puis j'en ai eu d'autres encore, j'en ai eu d'autres et j'en ai encore récemment d'autres personnes comme ça qui viennent m'apporter ou ponctuellement ou pour une bonne période cette capacité à rester dans ma spirale ascendante. Quand on a un parcours d'éveil, donc quand on est dans un parcours d'éveil de conscience, c'est normal de toujours monter et puis parfois redescendre. Mais quand on redescend, on remonte plus vite. Et aussi, on a une chose à la fois, dont je vous ai aussi déjà parlé des couches de l'oignon, on a une chose à la fois, les solutions qui viennent ou les personnes qui se présentent pour pouvoir résoudre une difficulté. Ce que j'ai envie d'aborder par rapport à ça, c'est que moi j'ai pensé pendant des années que j'avais résolu ce conflit de perte de mon enfant à coup de thérapie. Je me suis sentie super bien pendant des années, je me sens encore très bien par rapport à ça, mais il y a aussi la mémoire du corps, la mémoire de la vibration, j'y reviens, la mémoire du son, les mémoires du son sont très très présentes, la mémoire visuelle, mais avant tout la vibration dans le corps. Et donc quand j'ai commencé ma formation sur le chant védique et le mouvement et sur la guérison et les mantras médecine, il y a un an maintenant, j'ai fait cette expérience très très douloureuse de revivre, très douloureuse physiquement. Alors mentalement, ça a été 8 heures de larmes, mais ça a été des larmes très très libératrices, donc j'étais pas dans une souffrance, j'étais vraiment dans un lâcher-prise par rapport à ça. Par contre, côté physique, j'ai pas mal morflé pendant ce premier week-end de formation,
et ne m'attendant pas du tout à ce que j'allais vivre dans cette expérience de libération, puisque je n'allais pas du tout pour ça au départ, j'allais pour perfectionner mes connaissances en chant védique. Donc j'allais de manière très très intellectuelle me dire, je vais mettre des cordes en plus à mon arc pour pouvoir enseigner à mes élèves la prononciation du sanskrit, les mantras, etc. Et puis cette expérience est venue mais littéralement, me bouleverser au début de cette année. Et j'ai eu tellement de choses qui se sont mises en lumière par rapport à ma mémoire cellulaire, mais à mon ADN, à la mémoire de ma mère, à plein de choses très très profondes que je pensais résolues depuis des années. Et puis ça a décanté depuis ces derniers mois. Et ça m'amène progressivement maintenant dans une autre étape de choses à travailler. Donc, on est toujours, quand on est dans un parcours d'éveil, en chemin. Il n'y a pas de fin. Alors la fin, ça serait la mort, ou Kaivalya, ou le nirvana, comme on peut l'appeler dans le bouddhisme, ou l'état de béatitude constant, mais qui demande qu'on n'ait plus besoin, enfin qui nous dicte qu'on n'a plus besoin de rester dans un corps physique puisqu'on est réalisé vivant. J'en connais pas. Voilà, il y en a probablement eu, il y en a très probablement eu, il y en a sur Terre des gens qui sont dans cet état de totale indifférence par rapport à leur corps et à leurs expériences affectives, etc. Mais on est quand même dans un monde d'humains, donc c'est pas la majorité des gens qu'on croise dans les cours ni dans la vie. Mais ce qui va être important par rapport à ce parcours d'évolution personnelle, c'est une chose après l'autre d'accepter et de reconnaître. Parce que tout ce que je ne peux pas accepter de mes côtés obscurs, alors pour moi, avoir besoin de reconnaissance, ça finit par devenir un côté obscur parce que c'est légitime quand on est enfant, on a besoin de se construire, mais si on reste dans ce mécanisme toute sa vie, bien souvent on fait des choix qu'on n'a pas fait vraiment consciemment. Donc on choisit plutôt par obligation. Donc on n'est pas dans le choix, on ne choisit pas. On s'impose des choses à cause de nos schémas personnels, de nos expériences de vie personnelles. Alors, la question que on pourrait peut-être se poser à chaque fois que je sens que j'ai eu besoin de reconnaissance, ou que j'ai eu besoin de l'approbation de quelqu'un, ou que je me mets en colère pour quelque chose, ou que je me mets à pleurer dès que quelque chose ne va pas, ou que j'ai besoin d'attirer l'attention sur ma maladie, de me plaindre, de ne parler que de ma maladie, etc. Eh bien, la question qu'on pourrait se poser, c'est si je renonce à me comporter comme ça, si je renonce à parler de moi comme ça, ou à avoir une attitude comme ça, ou à réclamer tout le temps ce besoin-là, ou avoir cette explosion de colère ou de tristesse, etc., dès que quelque chose ne va pas, comment je peux me sentir avec ça? Comment je peux me sentir si je renonce à ce comportement? Si on fait un peu la démarche, hein, bon, quelqu'un qui va être hypocondriaque, qui va toujours se plaindre et qui n'existe qu'à travers sa maladie, même si la souffrance est énorme, comment je me sens si j'arrête de parler de mes souffrances, que j'arrête de parler de ma maladie, que je n'ai plus tout le temps besoin, à chaque fois que je suis avec des amis ou dans une réunion de famille, que je n'ai plus besoin de faire état de ma maladie, de la partager avec tout le monde. Est-ce que quelque chose ne peut pas se transformer si je choisis de ne plus avoir ce comportement-là? Si je choisis de ne plus me mettre en colère, tiens, si je choisis de ne plus me mettre en colère, comment je me sens avec ça? Alors ça, moi, c'est quelque chose que ça m'arrive encore parfois de me mettre en colère, bien sûr, mais je me suis aperçue que pendant des années, j'explosais extrêmement vite. Et puis, depuis 1 an ou 2, 3 ans, 4 ans, ça dépend quel est le lien d'intimité que j'ai avec les personnes. Donc plus c'est proche, plus c'est intense en général. J'ai plus envie de me mettre en colère. Donc j'ai cette colère qui m'envahit par rapport à quelque chose qui ne va pas être juste pour moi.
Et puis, j'essaie vraiment de me driller la communication non violente et je reviens dans mon souffle. Ok, et puis je me dis, tiens, comment je me sens là? Comment je pourrais gérer autrement qu'en me mettant en colère ce que je viens d'entendre de la bouche d'un très proche, hein, de mes enfants ou de mon mari, et qui en fait juste me fait dresser les poils et m'accélérer les battements du cœur parce que ça provoque une réaction vive en moi. Bon, ben, la première chose, c'est de respirer et puis de me dire, tiens, si je ne me mets pas en colère, je peux être dans la neutralité, ne pas réagir. Ok. Si je ne réagis pas, je suis assez fière de moi, je l'ai fait avec quelqu'un de très proche il y a 2 ou 3 jours. Quelque chose qui aurait dû me faire bondir, mais ça touchait mon envie de contribuer au bien-être des autres et peut-être pas de sauver, mais juste d'apporter un peu d'amour à quelqu'un qui ne se sent pas forcément aimé. Et puis, m'est arrivée une déferlante que je n'attendais pas, et puis là, j'ai eu une énorme colère qui est montée en moi. Puis je me suis dit non, je ne vais pas réagir. Ok, je vais respirer. Et je ne vais pas essayer de répondre non plus, parce que si j'avais répondu, j'aurais probablement piqué. Donc j'ai respiré. Bon, ben, je suis quand même restée un peu avec après, hein. Ouais, ça ne m'a pas quitté tout de suite. Je suis restée un peu avec, et puis avec le recul, en fait, avec l'empathie qui revient, j'ai choisi de faire silence à ce moment-là. Donc j'ai renoncé à me fâcher parce que je savais que me fâcher, ça allait faire boule de neige parce que inconsciemment, c'est probablement ce que cette personne attend toujours, c'est qu'il y ait un envenimement de la situation. C'est peut-être à travers ça que cette personne peut se sentir reconnue. Et je ne veux plus honorer ça, donc je renonce à ça. Je renonce à ma colère. Et puis là, ok, sur le moment, c'est resté avec un petit goût amer. Et puis finalement, en fait, la conclusion maintenant, c'est que ça ne me concernait pas. C'était pas moi que ça visait, c'est juste une souffrance, c'est de nouveau encore un miroir de l'autre qui vient. Donc ça, dans un parcours d'éveil, ce sont des petites choses qui vont pouvoir se mettre en place. Et moi, je dis petites choses et grandes victoires parce que je ne me vois pas comme quelqu'un d'éveillé. Alors même si j'ai connu des épisodes de grande conscience à travers la méditation, si j'ai quand même l'impression de bien mener ma barque et de ne plus maintenant avoir ce besoin de me marginaliser par rapport à la société, de pouvoir vivre dans une société dans laquelle ça dysfonctionne, mais en restant qui je suis, en restant intègre de plus en plus, pas toujours, hein, mais de plus en plus, mais j'avance et j'avance dans cette spirale ascensionnelle qui m'amène vers l'éveil. Mais il y a des petits moments de chaos, hein. Là, il y a quelques jours, j'ai eu un petit moment de chaos intérieur où il y a comme une tempête qui commence et puis non. Voilà, ok, je vais renoncer à ce comportement-là. Ça, c'est super intéressant. Alors, ça renforce peut-être l'ego, mais ça renforce surtout l'estime de soi et la confiance en soi. C'est waouh, j'ai réussi à le faire, je peux être fière de moi. Alors, c'est pas l'ego en fait, pas du tout, parce que c'est pas par rapport à une image à montrer au monde, c'est par rapport à soi-même. Alors, ne pas vouloir impressionner, ça fait partie aussi de ne pas vouloir être vu, de ne pas vouloir attirer l'attention. Mais dans un parcours d'éveil, il y a tout ça. Il y a ne pas chercher non plus par rapport à un maître à forcément avoir l'approbation du maître. Moi, pour moi, un maître, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous dire clairement les choses. Moi, je suis assez directe, donc je dois faire parfois attention de peut-être enrober un peu les choses parce que je manque encore un peu de douceur par rapport au fait que tout le monde n'est pas prêt à entendre. Et moi, dans cette version cœur ouvert, où j'ai pu faire des expériences tellement intenses et où j'ai parfois été malmenée par mes maîtres et où j'ai toujours pu accepter et revenir à me dire ok, oui, c'est juste en fait ce qui se passe, c'est moi qui ne veux pas voir ça. Je pense à ces petites réflexions que le psychiatre me faisait, qui n'étaient pas toujours très confortables, ou à les rares choses que mon premier maître en yoga a pu me dire. Très très rarement c'est arrivé 2 ou 3 fois.
des petites réflexions. Mais ces réflexions avaient un énorme impact sur moi. Alors, c'était pas vraiment des jugements, mais c'était la bonne parole au bon moment. Mais c'était souvent très, très piquant. Je remarque qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile parce que il faut vraiment pouvoir revenir toujours à l'humilité quand on vit ce genre de choses. Je suis allée faire encore un stage tout récemment avec quelqu'un que j'estime comme étant un maître, même si c'est quelqu'un que j'ai suivi à distance pendant des années. Ah ben c'est pas forcément une personne qui va par quatre chemins pour vous dire les choses. Il est juste, pardon, il est correct, il est, il est, il est dans la vérité parce qu'il perçoit énormément, mais il est très cash. Donc il dit les choses comme elles doivent être. Et quand quelqu'un se ment à lui-même, et particulièrement dans le monde du yoga, dans le parcours d'éveil du yoga, mais pouvoir recevoir ça, c'est pas évident parce que bah, certains élèves, on n'est pas tous au même endroit dans le chemin, et puis parfois on a dû construire un ego tellement fort pour réussir dans la vie qu'on se sent heurté. Alors si votre mécanisme à vous, c'est l'affrontement ou la fuite à chaque fois que vous vous sentez heurté, ah ben ça va forcément faire des étincelles. Ça, c'est quelque chose que bah, il faut accepter dans un parcours d'évolution personnelle, c'est de pouvoir se faire retour, toujours faire retour à soi, se dire pourquoi ça me percute, pourquoi ça vient toucher les choses chez moi. Voilà, donc à propos de mon parcours vers l'éveil, donc il y a eu cette première période, donc là ça fait déjà 46 minutes que je suis en train de vous parler de tout ce qui peut venir entraver, en tout cas être une forme de chaos dans notre parcours d'éveil par rapport à nos propres schémas personnels, nos propres comportements. Mais par rapport à mon histoire à moi, j'ai eu ce psychiatre qui m'a suivi pendant des années. J'essaie de revenir chronologiquement par ce par quoi j'ai commencé. Mais il y a des années, donc c'était il y a plus de 20 ans maintenant, j'ai découvert par le biais d'une collègue le tarot. Ça m'a pas trop parlé sur le moment, c'est-à-dire que c'était très intéressant, que bon, j'aimais un peu les cartes, mais j'ai découvert le tarot de Marseille, le fameux tarot de Marseille avec les 22 arcanes. Et on a vu les 22 facettes de la personnalité. On a appris, on a travaillé sur le référentiel de naissance. Donc pendant tout ce temps, c'était le premier contact que j'ai eu avec, entre guillemets, l'évolution personnelle après, dans mon processus plutôt chez le psychiatre. Et ça me sert maintenant, des années après. Donc j'y reviens vraiment récemment. Mais ça a été le Reiki. Le Reiki m'a beaucoup aidé. Donc c'est un premier pas. C'est un accès facile vers une forme d'autodiscipline vibratoire et émotionnelle. Dans cette période de ma vie où j'étais en thérapie, donc là c'était vraiment les débuts. C'est vrai que ça m'a énormément aidé parce que j'ai instauré cette discipline de pratiquer tous les soirs le Reiki avant de m'endormir, puisque ça faisait 4 ou 5 ans que j'étais quasiment complètement insomniaque. Donc en travaillant toute la journée, c'était assez compliqué. Et donc le Reiki m'a beaucoup aidé par rapport à cette discipline. Le fait je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là, mais en yoga maintenant, c'est cet abandon à quelque chose de divin, cet abandon à une énergie supérieure et cette pratique fervente. Vraiment, j'ai été une pratiquante fervente du Reiki pendant des années pour dévier progressivement quand j'ai découvert le yoga. Donc entre les deux, j'oublie l'espace dans lequel je me suis formée en programmation neurolinguistique et en sophrologie, puisque j'ai eu cet arrêt de travail pendant une période, pendant 2 ou 3 ans, où j'ai pu me reformer. Donc où j'ai repris des études, une formation en accompagnement par la sophrologie, en programmation neurolinguistique et en kinésiologie. Donc j'ai un peu fait toutes les formations qui existaient pour apprendre à lever les traumas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à consulter. Je pense que je consultais déjà en 2008 ou en 2009, je commençais déjà à consulter en kinésiologie.
et puis progressivement, sophrologie, etc. Et ce sont énormément d'outils, autant d'outils qui sont une aide précieuse dans un mécanisme de développement personnel, puisqu'on est constamment amené dans les stages à travailler sur soi, sur la gestion des traumas, alors avec plus ou moins d'habileté en fonction des personnes avec qui on tombe, mais les choses sont bien faites et puis on est accompagné par les formateurs, donc il y a tout ce nettoyage un peu de ce qu'on appelle en yoga notre enveloppe mentale, donc de tous ces schémas personnels, de toutes ces expériences de vie qui nous ont un peu saboté notre liberté pure, notre joie pure, et qu'il est temps dans un processus personnel de faire sauter. Donc le parcours de l'éveil, le parcours vers l'éveil, c'est pas un parcours qu'on peut dire je vais me former à fond pendant 6 mois, je vais faire tout ce qu'il faut et dans 6 mois je serai résolu. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et encore maintenant, j'en parle souvent, il y a l'instant premier. L'instant premier, c'est toujours celui du schéma personnel, c'est celui de ce qui a été ancré dans le corps, de ce qui a été ancré dans les mémoires. Alors certains schémas personnels peuvent complètement disparaître, mais ça nécessite vraiment une reprogrammation, ça nécessite une profonde transformation. Donc pas à pas, petit à petit, avec les années, on finit par prendre conscience que tiens, on n'a plus telle ou telle réaction dans telle ou telle situation. Moi, je sais que la situation que j'ai vécue ce week-end m'aurait fait exploser de colère et m'a fait exploser de colère pendant des années, et de tristesse, de souffrance, de sentiment de ne pas être reconnu, de dévalorisation, d'être injustement jugé tout le temps. Et c'est un schéma qui me vient vraiment de la toute petite enfance. Donc voilà, je suis assez fière de moi, juste pour moi là, d'avoir pu me dire non. Non, non, je sens que ici je vais renoncer à ce comportement. De toute façon, ça n'aura pas d'impact positif de l'autre côté. Ça me fait penser aux règles de Socrate que j'explique souvent à mes élèves. C'est est-ce que ce que j'ai envie de dire est vrai? Et puis, est-ce que ce que j'ai envie de dire est quelque chose de bon? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait rendre service à la personne de le savoir? Donc si c'est vrai et que j'ai vérifié, que je suis certaine de ce que je suis en train d'avancer, peut-être on dit aussi que je suis allée chercher ces références-là chez d'autres personnes qui ont l'expérience. Est-ce que c'est bon pour la personne? Ben oui, ça pourrait transformer sa vie, ou ça pourrait transformer le fait que dans telle ou telle situation, elle vit du rejet, etc. Puis la troisième question à laquelle il faudrait absolument répondre oui avant d'ouvrir sa bouche, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Ben non, en l'occurrence, ça ne servait absolument à rien. Donc, le choix, ça a été de ne rien dire et de ne pas réagir parce que c'est inutile, parce qu'il n'y a peut-être pas à cet emplacement-là, à cet endroit-là, la capacité pour cette personne d'être en éveil, en conscience et de se remettre en question, parce que ça touche encore à cet instant-là, chez elle, un schéma personnel qu'elle n'a jamais réussi à transformer. Et c'est ok, donc je renonce. Et j'ai tort, génial, j'ai tort, je la ferme, je ne dis rien. Et puis au bout d'un moment, je décante et je peux être en paix avec ça. C'est quelque chose qui est assez nouveau d'arriver à faire ça pour moi, parce que je pense que ça vient de mon stage que j'ai fait sur le miroir de vérité. Je prends un petit coup. Sur le miroir de vérité dans lequel justement j'ai travaillé ça. Mon objectif principal dans ce stage, pour être dans la vérité par rapport à soi-même, c'était que j'ai systématiquement vécu à peu près pendant toute ma vie et toute ma carrière des moments où, pour ne pas me détruire ou me laisser détruire, il fallait que je sauve ma peau, et que j'ai pas trouvé mieux à faire dans certaines situations que de fuir une situation qui n'était pas juste pour moi, et malheureusement sans pouvoir me justifier, alors que je n'avais pas de tort, ou bon, on a toujours des responsabilités dans une situation, mais je n'avais pas de tort. Je reviens, j'en ai peut-être déjà parlé dans un podcast,
dans une situation dans laquelle un jour j'ai même été soupçonnée de vol alors que j'ai jamais rien volé à personne de toute ma vie. Et je me confrontais à une personne qui était plus malicieuse, beaucoup plus présente, beaucoup plus enracinée dans cet espace. Et je savais que je pourrais faire ce que je voulais. Il n'y aurait pas de solution. Donc, partir a été la solution. Mais je suis restée pendant des années avec cette souffrance, même si ça ne m'a pas suivie au quotidien, c'est quelque chose qui revenait dans des pensées spontanées en fait. Vous savez, vous avez certainement ça, hein, des flashs comme ça de choses qui vous tracassent. Si par exemple vous êtes consacré à vos enfants et que vous êtes le sauveur de vos enfants et que vous faites tout pour vos enfants et que vous avez un énorme besoin de reconnaissance et d'amour de la part de vos enfants, vous êtes peut-être quelqu'un qui se tracasse très très souvent pour les enfants et qui cherche à se tracasser pour les enfants. Mais c'est la même chose, quand on a ce processus, on va toujours avoir des flashs d'insécurité par rapport à nos enfants, peur qu'ils aient un accident, peur qu'il leur arrive quelque chose, etc. Mais moi, c'était la même chose. J'allais dans ce stage, début septembre, avec évidemment quelque chose qui m'est venu en lumière dans cet instant, donc j'ai pris plein de notes pendant ce stage, de cycles comme ça, dans lesquels j'ai dû, bon gré mal gré, donc de force, quitter une situation dans laquelle j'étais, qui m'a déstabilisée, pour me retrouver dans un autre espace. Et il y a eu des formes de changement, de transformation. Alors c'est merveilleux aujourd'hui parce que ça m'a permis de toujours me transformer et d'évoluer énormément dans ma carrière professionnelle et de me sentir vachement bien là maintenant, à presque 50 ans, dans quelques jours, de me sentir bien dans ma carrière professionnelle et d'avoir enfin trouvé ma place, de trouver ma place aussi au niveau relationnel, au niveau affectif, progressivement, même si c'est pas parfait tous les jours, il y a cette formidable envie de vivre intérieure, cette joie, cette envie de construire. Et les jours où je me lève et que, comme certainement comme ça vous arrive, j'ai juste envie de rester sous la couette et de pas bouger parce qu'aujourd'hui c'est pas un jour où je sens que je suis dans le positif. Je sais que c'est quelque chose qui va pas durer, donc il me suffit de faire une pratique, une méditation, ou parfois je tire une carte de l'instant présent, puisque croyant très très fort à la fréquence vibratoire, je vais systématiquement aller chercher la phrase, donc ce sont des maîtres aussi, hein, des maîtres peut-être plus vibratoires, mais ce sont des maîtres. En tout cas, c'est notre maître intérieur qui va tirer ce dont il a besoin. C'est la même chose avec les pierres. On va choisir la pierre dont on a besoin pour aligner notre fréquence vibratoire. Donc, il me suffit de ça, il me suffit de me poser ou de faire quelque chose qui me met en joie pour revenir dans, oui, ok, ici, maintenant. Waouh, là, ce matin, je me suis réveillée après un mauvais cauchemar, un mauvais rêve ou une mauvaise pensée. Et puis, l'avantage de cet avancement à un moment donné dans le parcours d'éveil, c'est qu'on revient assez vite à ce positif. Alors c'est certain que dans l'avenir, il y a probablement, comme dans votre vie à vous, des choses pas sympas qui vont arriver. Bon, on a la famille qui vieillit, etc., les parents qui vieillissent, des événements difficiles et soudains qui peuvent subvenir. Mais quels que soient les événements maintenant qui peuvent arriver, je sais qu'au fond de moi, j'existe indépendamment de ça. J'existe indépendamment de mes parents, j'existe indépendamment de mes enfants, j'existe indépendamment de mon mari. Et c'est pas le je dans le sens j'ai un ego, je suis une personne réalisée au niveau social, etc. C'est plus savoir intimement que on a une âme, qu'on a un parcours de vie à vivre, qu'il y a énormément de techniques qui peuvent nous aider à nous sortir. Encore faut-il bien sûr le vouloir, en avoir envie. La première chose, c'est, j'aurais dû commencer par ça en fait, c'est de savoir qu'on est responsable, on porte la responsabilité de son changement. Parce que tant qu'on n'a pas mis le mot responsable au début de toute chose qui peut nous arriver, on ne peut pas entrer dans un processus d'évolution personnelle. C'est probablement, je vais terminer là-dessus,
La chose la plus importante, c'est que, alors je ne suis pas forcément responsable d'avoir une maladie, bien que dans mon fonctionnement vibratoire, je pense que la maladie ne vient pas par hasard, c'est parce que depuis bien trop longtemps dans notre enveloppe mentale est inscrite, dans notre enveloppe est inscrit un message de maladie par rapport à quelque chose. Alors ça peut nous venir de nous et de nos schémas de vie personnels, mais ça peut aussi venir de la généalogie, ça peut nous avoir été transmis dans l'ADN, mais que pour moi la maladie a quand même une cause au départ, et je pense que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Après, bon, mais quand on apprend qu'on a une maladie, on a toujours le choix soit de devenir victime de cette maladie, soit de prendre la responsabilité, de faire avec la maladie et de comprendre pourquoi on l'attrape, et surtout de ne pas s'auto-administrer victime de notre maladie. C'est quelque chose qui est très difficile. On n'est pas là non plus, j'en parlais encore ce matin avec une personne très intéressante qui vient de vivre des choses très très difficiles dans sa vie personnelle et qui ne jette pas la pierre malgré une grosse trahison, malgré un comportement très toxique, qui est dans justement cette démarche d'évolution personnelle de dire mais j'ai la responsabilité d'avoir choisi cette relation, d'avoir accepté cette relation pendant longtemps et de m'apercevoir qu'en fait elle est toxique parce que j'avais probablement à vivre ça pour grandir et pour aller mieux. Donc les choses ne nous arrivent pas par hasard, mais l'important c'est d'avoir la responsabilité. Quand un divorce survient, il y en a toujours forcément un des deux qui prend la décision. Même si on dit qu'on a décidé à deux de divorcer, il y en a toujours un qui a décidé plus que l'autre. Donc il y en a toujours un qui peut choisir ou d'être victime, et ça va être la phase de deuil, c'est qu'il y a quand même ce moment où ça fait mal et on se dit merde quoi. Voilà, je suis victime de ça, je vis ça, j'ai pas envie, je veux pas ça, non. Le déni, c'est pas possible que ça m'arrive à moi, c'est dégueulasse, c'est pas juste. Et puis normalement, il y a tout de suite derrière, après colère, souffrance, abattement, etc., cette prise de responsabilité d'aller bien et d'aller mieux et de comprendre que ça a été une expérience qui nous amène quelque chose de riche. Moi, je peux le dire maintenant, la mort de mon fils, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément de choses. Alors, avec beaucoup d'empathie, si vous venez de perdre quelqu'un de proche, je sais que c'est très très difficile d'entendre ça, mais il y a toujours à dégager une expérience qui nous fait grandir de ce qu'on vit, que ce soit la mort de nos parents, la mort de nos proches, d'un être cher, etc. La mort fait partie du processus de la vie et on vient en partie dans les croyances, et en tout cas dans les philosophies, faire ce parcours sur Terre pour accepter qu'on va quitter notre corps. Et je peux dire maintenant que c'est grâce à cette expérience, et je suis éternellement reconnaissante à mon fils pour ça, c'est grâce à cette expérience que j'ai découvert en fait qui j'étais. Donc que je suis aujourd'hui ce que je suis et que personne ne pourra plus me l'enlever. Personne ne pourra plus me l'enlever, personne ne peut m'imposer, ne peut choisir à ma place parce que je garde toujours à l'intérieur de moi la possibilité de faire un choix. Même si c'était celui de mourir, c'est la possibilité de faire un choix. Voilà, donc soyez responsables, soyez libres d'avancer sur votre chemin d'évolution personnelle. Et si vous avez l'impression que vous stagnez, que vous tapez constamment votre tête sur la même pierre ou que vous trébuchez constamment sur le même caillou, soyez très indulgent avec vous-même parce que c'est avec beaucoup d'humilité, de tolérance envers soi-même, beaucoup de douceur qu'on peut sortir progressivement d'un schéma personnel. Voilà, j'ai pas encore fini. Il faut savoir qu'un schéma personnel, c'est quelque chose qui nous a permis de survivre dans un milieu hostile à un moment donné. Que ce soit un schéma personnel qui est plus ou moins gentil et qui nous pousse à être gentil avec les autres, ou que ce soit un schéma personnel qui nous ait emmené dans une certaine violence avec les autres, par rapport aux autres, etc.
c'est un schéma personnel qui nous a sauvé la vie à un moment donné. Donc, rappelons-nous qu'on a toujours des avantages secondaires à garder ce comportement. Donc, dans notre bonne éducation à l'européenne, en principe plus ou moins judéo-chrétienne, on va avoir tendance à se culpabiliser. Alors moi, je vois toujours ce film, c'est pas Da Vinci Code, c'est le suivant, avec ce gars qui se flagelle. Je le dis souvent à mes élèves d'ailleurs, on n'est pas là pour se frapper dessus à chaque fois qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Donc c'est pas parce que je me mets en colère qu'après je dois augmenter encore ma culpabilité. Sinon la spirale, elle va pas aller dans le sens ascendant, elle va aller dans le sens descendant. Donc c'est important d'avoir beaucoup d'humilité, de douceur, de tolérance. Si j'y arrive intimement, je suis fière de moi. Et si j'y arrive pas intimement, je suis OK avec ça. On fait juste ce qu'on peut et je pense qu'on fait déjà très bien à partir du moment où on fait de son mieux, qu'on est dans une bonne intention et qu'on est dans un parcours d'éveil. Donc je vous souhaite un bon parcours d'éveil. Alors si mes podcasts vous intéressent, si ça vous a plu, ce que vous venez d'écouter, je vous invite à liker mon profil sur YouTube parce que plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de visibilité. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous invite donc à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite sonnette, comme ça vous recevez en avant-première les notifications quand j'ai un nouveau podcast. Vous pouvez aussi vous abonner via Spotify, je suis aussi sur Spotify. N'hésitez pas non plus à me contacter, vous avez mes coordonnées en attache pour un rendez-vous en individuel en consultation. Je reçois donc en consultation en gestion des traumas et j'utilise l'outil qui va être le plus adéquat, que ce soit la kinésiologie, le travail dans les corps énergétiques en fonction des compétences que j'ai acquises en yoga et en pranathérapie, que ce soit plus par le coaching thérapeutique, la sophrologie, la communication. Donc je vais vraiment aller un peu chercher les outils que je sens dans le moment en fonction des besoins du corps et de l'âme pour vous aider à cheminer sur votre chemin d'évolution personnelle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée si vous me regardez dans la fin de la journée et je vous dis à bientôt.